Notre histoire débute, tenez-vous bien, avec l'unique Mercredi Adams qui fait son entrée au lycée, le visage empreint d'une expression délicieusement sinistre. Elle découvre alors, et c'est un spectacle effroyable, son cher frère Pugsley sauvagement ficelé et enfermé à l'intérieur de son casier, une situation tout à fait inadmissible. Tandis qu'elle le libère, elle prononce les mots les plus calmement glaçants que vous puissiez imaginer. « Je veux des noms ». Dans un éclair de puissance psychique saisissant, une vision s'empare d'elle, lui révélant l'identité même des agresseurs qui ont persécuté son frère. Lorsqu'elle apprend que les responsables sont membres de l'équipe de natation, un plan de vengeance machiavélique commence à germer dans son esprit. Elle met alors le cap sur la piscine, transportant 2 sacs remplis de piranhas terriblement affamés. Elle déclare alors, avec un aplomb imperturbable, « La seule personne qui ait le droit de tourmenter mon frère, c'est moi ». Affichant une mine superbement impassible, elle libère les créatures carnassières dans la piscine et, croyez-moi, c'est un moment d'une tension théâtrale palpable. La panique pure qui s'empare des malfrats alors qu'ils se démènent pour sauver leur peau est une scène particulièrement jubilatoire à observer. Un léger sourire, signe d'une satisfaction intense, se dessine sur le visage de Mercredi, marquant une opération punitive exécutée à la perfection. Ses parents, les inégalables Morticia et Gomez, sont profondément excédés par ces agissements et décident qu'un changement radical s'impose. Ils prennent alors la résolution majeure de l'envoyer à l'Académie Nevermore, un pensionnat pour les marginaux dotés de dons, tout comme eux. Pendant ce temps, dans une tournure d'événements sinistres, un randonneur solitaire s'aventure dans les bois près de Nevermore, ignorant totalement le péril qu'il guette. À peine quelques minutes après le début de sa promenade, une créature effroyable l'attaque et lui ôte la vie de façon épouvantable. Plus tard, le shérif local découvre la dépouille atrocement déchiquetée du randonneur et ouvre sur le champ une enquête sur les lieux du drame. Nous apprenons bientôt qu'il s'agit du dernier homicide d'une longue série tout aussi sordide et le shérif commence à soupçonner un lien avec la mystérieuse institution. L'arrivée de Mercredi à Nevermore est un spectacle saisissant, tant l'architecture gothique des lieux semble être le miroir idéal de sa propre âme. Elle y rencontre la directrice, Larissa Weems, qui lui révèle, et quelle surprise, avoir été l'ancienne camarade de chambre de Morticia. Weems assigna alors Mercredi à l'ancienne chambre de sa mère, un espace qui, je vous l'assure, palpite littéralement d'histoires et de mystères ensevelis. Et c'est alors que nous faisons la connaissance de sa nouvelle voisine de chambre, Enid, qui est une véritable explosion de couleurs, de bonne humeur et d'énergie lycanthrope. Le contraste entre la moitié de chambre d'Enid, chatoyante et bariolée, et l'esthétique sombre de Mercredi est d'une évidence flagrante. Enid entraîne Mercredi dans une visite expéditive de l'établissement, lui présentant les 4 clans principaux qui composent la population étudiante. Ce tour d'horizon nous révèle les groupes dominants, les crocs, les poilus, les gorgones et les écailles. Elle lui désigne alors la souveraine incontestée des lieux, une sirène au charme captivant nommée Bianca Barclay. Nous rencontrons également son ex-petit ami intriguant, Xavier Thorpe, un artiste de génie capable de donner littéralement vie à ses créations. La famille Adams se fait des adieux d'une manière singulièrement funèbre, mais profondément touchante. Morticia prévient Mercredi que tout le clan est sur le qui-vive si elle tentait la moindre échappée. Pendant ce temps-là, Gomez confie secrètement une mission à la chose, une main vivante et désincarnée, celle de garder un œil sur sa fille chérie.
Le soir même, les tempéraments aux antipodes de Mercredi et d'Énide provoquent un choc immédiat et spectaculaire au sujet de leur espace de vie commun. Mercredi va jusqu'à diviser la pièce en deux avec du ruban adhésif, tandis qu'Enide diffuse de la musique entraînante à plein volume au grand dent contenu de Mercredi. Dès le lendemain, Mercredi rejoint le cours d'escrime et, sans l'ombre d'une hésitation, défie la championne attitrée Bianca elle-même. Elle exige avec un aplomb stupéfiant qu'elle s'affronte sans masque et sans pointe de protection, une modification des règles qui rend la confrontation incroyablement intense. Bien que Bianca finisse par remporter le duel, l'intensité féroce de leur assaut est une chose vraiment exaltante à observer. Plus tard, dans une scène à couper le souffle, une imposante gargouille de pierre se détache soudainement du toit, plongeant droit sur Mercredi. Surgissant de nulle part, Xavier la projette courageusement hors de la trajectoire, lui sauvant la vie en extremis. Il lui explique qu'il ne fait que lui retourner la faveur pour le jour où, enfant, elle l'a sauvé d'une crémation accidentelle lors des funérailles de sa marraine. Dès retour dans sa chambre, elle a la stupéfaction de découvrir la chose, ce qui mène à une explication des plus directes entre eux. Elle le menace alors, avec une maestria redoutable, de l'enfermer dans un tiroir pour l'éternité s'il ne lui jure pas une loyauté absolue. Terrorisée, la chose s'empresse de lui prêter allégeance, marquant ainsi le commencement de leur nouvelle collaboration. Dans le cadre de son transfert, Mercredi est forcé de suivre des séances de thérapie imposées par la justice dans la ville voisine de Jericho. Avec une astuce remarquable, elle manipule sa thérapeute avant de réaliser une évasion audacieuse et superbement orchestrée par la fenêtre. Elle atterrit dans un agréable café où elle rencontre Tyler, qui se révèle être le fils du shérif et qui y travaille comme barista. Faisant preuve d'une perspicacité remarquable, elle répare avec une facilité déconcertante sa machine à expresso complexe, le laissant totalement ébahi. En guise de remerciement, il accepte de la conduire à la gare pour l'aider dans sa tentative d'évasion de Nevermore. Pendant qu'ils attendent, un groupe de voyous locaux commet la lourde erreur de la provoquer et elle les met au tapis avec une dextérité martiale stupéfiante. Les shérifs arrivent sur ces entrefaites et, en apprenant son nom de famille, affichent son mépris total pour son père Gomez. Sur le chemin du retour vers l'établissement, elle est saisie par une nouvelle et puissante vision, percevant avec une netteté glaçante que le conducteur d'un récent accident est mort. Cette nuit-là, elle joue du violoncelle sur le balcon de sa chambre dans une scène d'une beauté hypnotique qui vous donnera des frissons. Pressentant que quelque chose ne tourne pas rond chez un autre élève nommé Rowan, Mercredi le suit hardiment jusque dans la forêt menaçante. Il utilise alors ses pouvoirs télékinésiques pour la plaquer contre un arbre, révélant que sa propre mère avait eu une vision de Mercredi anéantissant Nevermore. Au moment même où il commence à l'asphyxier avec ses pouvoirs, une créature colossale et effrayante jaillit de l'obscurité et se jette férocement sur Rowan. Mercredi annonce à ses parents via une boule de cristal qu'elle ne s'était pas trompée au sujet de l'école, déclarant « Je crois que je vais me plaire énormément ici ». Le jour suivant, la mort présumée de Rowan commence et tu n'en croiras pas tes yeux par un face-à-face d'une tension étouffante entre le shérif Galpin et Mercredi. Il refuse, mais alors catégoriquement, de croire à son récit fantastique de monstre, persuadé qu'elle a imaginé de toutes pièces cet événement effroyable. Leur discussion est subitement interrompue de la façon la plus spectaculaire qui soit lorsqu'un adjoint arrive avec Rowan qui se tient là, sous leurs yeux bien vivants et en parfaite santé.
Et là, tu peux presque sentir le trouble abyssal de mercredi qui commence à craindre et cette pensée est profondément déchirante qu'elle est véritablement en train de perdre l'esprit. De retour dans les couloirs majestueux de Nevermore, elle découvre une Enid merveilleusement enjouée qui est entièrement absorbée par les préparatifs de la Coupe Edgar Allan Poe. La détermination d'Enid à vaincre enfin l'invincible Bianca est un spectacle véritablement inspirant qui te prend aux entrailles. Mercredi, cependant, reste pleinement focalisée sur le mystère et c'est là qu'elle découvre un filigrane énigmatique sur l'illustration que Rowan lui avait donnée. Elle tente éperdument de parler à Rowan, mais la directrice Weems lui annonce, imagine son effarement, qu'il a été expulsé de l'académie. Et puis Weems lâche une révélation sidérante, lui avouant qu'elle sait tout, absolument tout, des visions de mercredi, tout comme sa mère Morticia avant elle. La directrice impose alors à mercredi une activité extrascolaire et, tiens-toi bien, ordonne à la chose de surveiller de très près ce Rowan prétendument congédié. La chose suit Rowan jusqu'à la gare où celui-ci se faufile dans les toilettes et opère une transformation spectaculaire en un vieil homme. C'est un véritable crève-cœur, mais la chose perd sa trace, ratant ainsi ce changement d'apparence stupéfiant. Plus tard, dans un retournement de situation saisissant, ce même vieil homme se métamorphose en la directrice Weems, révélant qu'elle est une polymorphe qui dissimule la mort de Rowan. C'est une révélation cruciale qui fait basculer toute l'enquête dans une direction totalement inédite. Mercredi se lance alors dans une recherche d'informations en visitant les différents clubs de l'établissement. Elle rejoint le club d'apiculture avec un élève charmant nommé Eugène dans l'unique objectif de rester à proximité du lieu du crime. Elle demande ensuite à Enid de la couvrir pour qu'elle puisse se glisser à nouveau dans les bois et y mener son investigation secrète. Pendant ces investigations, elle tombe sur les lunettes de Rowan qui déclenchent une vision d'une netteté frappante d'un mystérieux ouvrage violet. Cette vision la guide jusqu'à une serre où elle trouve enfin le volume qui appartenait à une société secrète disparue nommée Les Sombres. Puis, avec un aplomb remarquable, elle s'introduit dans la chambre de Rowan et se dissimule sous le lit juste à temps pour surprendre une querelle d'une rare violence entre Bianca et Xavier. Le lendemain, c'est la coupe et l'atmosphère, je t'assure, est électrique, vibrante d'effervescence et de rivalité. Le copilote d'Enid est victime d'un incident de pain à l'ail des plus cocasses, créant l'opportunité parfaite pour que Mercredi puisse se joindre à la course. Mercredi accepte de rejoindre l'équipe d'Enid, les Chats Noirs, avec pour seule intention de faire subir une défaite cuisante à Bianca. La course elle-même est une séquence magnifiquement anarchique et pleine d'action, d'une intensité que tu ne pourrais même pas imaginer. L'équipe de sirènes de Bianca a recours au sabotage, mais Mercredi et Enid, avec l'aide précieuse de la chose, les déjouent avec une ingéniosité redoutable à chaque instant. Elles utilisent un filet de pêche pour capturer un triton et déploient des griffes de loup-garou pour neutraliser une autre embarcation dans une démonstration de pur brio. Mercredi porte le coup de grâce d'une manière particulièrement jouissive en démolissant l'embarcation de Bianca avec des lances et en s'assurant une victoire qui restera dans les annales. Plus tard, debout devant la statue d'Edgar Allan Poe, elle parvient à déchiffrer une série d'énigmes d'une difficulté déconcertante. Et là, avec 2 simples claquements de doigts, un passage secret menant à une pièce dissimulée se révèle comme par magie. À l'intérieur,
Elle découvre enfin le livre mystérieux de Rowan, l'objet même de toutes ses recherches. Mais avant même qu'elle ne puisse l'inspecter, quelqu'un, surgissant de l'ombre, lui jette un sac noir sur la tête. Elle se retrouve encerclée par les membres actuels des Sombres qui, à son grand étonnement, lui proposent une place au sein de leur confrérie secrète. Oh, quel sort funestement ironique pour notre mercredi, la voilà contrainte de jouer du violoncelle avec l'orchestre perpétuellement jovial du lycée de Jericho. Pendant ce temps, figurez-vous que le shérif Galpin, cet homme si manifestement partial, expose ses préjugés les plus vils sur les marginaux au maire Walker, son éternel acolyte. Mais attention, notre mercredi, toujours aussi perspicace, échafaude une stratégie des plus ingénieuses pour échanger ses corvées de volontariat avec Enid. Son but, vous l'aurez deviné, est d'enquêter sur les vestiges du passé du fondateur de Jericho, le tristement célèbre Joseph Crackstone. Dans la confiserie, mercredi leur administre une leçon de vérité saisissante, révélant à un groupe de touristes l'histoire terrifiante et authentique des pèlerins. C'est un spectacle proprement remarquable de la voir les mettre personnellement en déroute, les laissant dans un état de stupéfaction complet. Au même instant, la pétillante Enid entame un charmant jeu de séduction avec Ajax dans une boutique d'antiquités. Dans un élan de courage vraiment émouvant, elle trouve enfin l'audace de lui proposer un rendez-vous et c'est un instant purement exquis. Mais de retour à la confiserie, les événements prennent une tournure des plus funestes lorsque l'odieux fils du maire Walker, Lucas, et sa bande commencent à persécuter le malheureux Eugene. La riposte de mercredi est foudroyante et spectaculaire alors qu'elle s'interpose pour défendre son ami avec une ferveur inégalée. Elle applique la plus satisfaisante des justices en clouant l'un des agresseurs au pilori à la vue de tous. Après quoi, elle s'introduit dans la maison de réunion au volet fermé à la recherche des mystères qui y sont dissimulés. À l'intérieur, elle fait une découverte des plus saisissantes, un portrait de l'énigmatique jeune fille blonde de ses visions, étreignant un livre d'une importance capitale. C'est à ce moment que Tyler lui indique l'emplacement des vestiges de la maison de réunion originelle dissimulée au cœur de la forêt. Elle et la chose se mettent en chemin pour dénicher la vieille bâtisse, un lieu qui, vous le verrez, recèle un pouvoir profondément inquiétant. Au moment précis où mercredi touche la porte, elle est saisie par une vision d'une force incommensurable, un périple vertigineux 400 ans en arrière. Nous découvrons alors son illustre ancêtre, Goody Adams, qui se retrouve en plein jugement face au machiavélique Joseph Crackstone lui-même. Crackstone, dans sa barbarie, accuse l'infortuné Goody de sorcellerie et réunit tous les autres parias de la ville. C'est une scène véritablement bouleversante et tragique, car il les emprisonne tous dans une grange et y met le feu sans la moindre compassion. Lorsque mercredi émerge enfin de sa transe, imaginez sa stupeur. Elle aperçoit la même créature, celle-là même qui a ôté la vie à Rowan, se tenant juste là devant elle. Elle se lance à sa poursuite dans une course effrénée pour finalement être témoin de la plus incroyable des transformations lorsque les empreintes du monstre deviennent des pas humains. À ce moment précis, elle rencontre Xavier qui, à la surprise générale, lui confie qu'il commence enfin à croire à ses récits fantastiques au sujet de la bête. Le lendemain, durant l'inauguration de nouveaux monuments dédiés à Crackstone, notre mercredi manigance sa revanche de la plus spectaculaire des façons.
Avec le concours précieux de la chose, elle fait en sorte que la fontaine soit remplie de combustible et le mémorial tout entier s'embrase dans une conflagration splendide. Tandis que la foule hurle au milieu d'un chaos innommable, Mercredi continue de jouer du violoncelle avec un sourire parfaitement glaçant. Ensuite, elle a une confrontation d'une rare intensité avec la directrice Weems, l'accusant de complicité dans la dissimulation du passé authentiquement brutal de Jericho. La nuit s'achève sur un rebondissement des plus saisissants, laissant la malheureuse Enid le cœur anéanti et le monstre s'emparant d'une nouvelle victime innocente. Peux-tu seulement imaginer l'audace pure et effarante de Mercredi et la chose s'introduisant dans la morgue de Jericho à la faveur de la nuit? C'est absolument ahurissant. Elle y conduit une inspection d'une précision incroyable, consignant méticuleusement chacune de ses sinistres trouvailles. Cette enquête débouche sur la plus saisissante des révélations. Chaque victime a subi l'ablation de différentes parties du corps, indice indéniable que l'assassin collectionne de funestes trophées. Le lendemain, et c'est à peine croyable, Xavier convie Mercredi au bal du Ravine de la manière la plus inattendue qui soit. Fidèle à elle-même, elle décline d'abord l'invitation pour mieux s'introduire ensuite dans son atelier privé, un stratagème typique de notre cher Mercredi. Sur place, elle découvre un élément des plus compromettants, une vaste collection d'esquisses représentant trait pour trait l'effroyable monstre. Quand Xavier la surprend et lui demande des comptes sur son intrusion, elle l'invite au bal de façon tout à fait impromptue pour détourner son attention. Et, chose stupéfiante, il l'accepte, ce qui est complètement déroutant. Mercredi soumet alors les esquisses au shérif Galpin, qui est aussitôt saisi par leur similitude frappante avec les clichés de sa propre investigation. Il consent à collaborer à son investigation, mais il pose une condition sine qua non, qu'elle lui fournisse un élément de preuve matérielle et indiscutable. Parallèlement, dans une scène des plus charmantes, Lucas Walker propose à la radieuse Enid de l'accompagner au bal et son oui enthousiaste est un moment d'une infinie tendresse. Ensuite, lors d'un échange d'une sincérité désarmante, Tyler dévoile ses véritables sentiments à Mercredi et l'invite à être sa cavalière pour la fête. Le cœur se serre lorsqu'elle est contrainte de lui avouer qu'elle s'y rend déjà avec Xavier, laissant le malheureux Tyler visiblement meurtri et déconfit. Mercredi prend alors la décision surprenante d'enrôler Eugène pour l'assister dans la surveillance d'une grotte ici des croquis de Xavier, plutôt que de se rendre au fameux bal. Au fond de cette grotte lugubre, ils font une découverte absolument glaçante de vieilles entraves et même l'une des serres du monstre gisant sur le sol. Ayant un besoin impérieux de matériel génétique pour son investigation, Mercredi retourne à l'atelier Xavier en quête d'un objet à confronter à la serre. Et c'est là qu'elle met la main sur l'indice le plus inquiétant jusqu'à présent, un morceau de tissu souillé qui paraît confirmer ses pires appréhensions à son égard. Xavier la surprend de nouveau et son explication est totalement sidérante. Il confesse que la créature tourmente ses cauchemars sans relâche. Il lui révèle que les effroyables estafilades sur son cou sont apparues le jour où l'une de ses esquisses a littéralement pris vie pour l'agresser. Réalisant qu'elle ne s'est servie de lui que comme d'un pion, Xavier entre dans une colère noire et la chasse de son atelier avec une fureur quasi palpable. Le soir du Raven, par un stratagème tout à fait remarquable, la chose rédige un faux billet et convie Tyler à la fête au nom de Mercredi. Tyler se présente alors avec la robe sombre la plus exquise et idéale pour elle, un geste d'une telle attention qu'elle prend la décision inattendue de se joindre à lui.
Au cours de la soirée, Mercredi laisse l'assistance bouche bée avec sa danse maintenant iconique, à la fois singulière et merveilleusement excentrique. La fête est brutalement interrompue lorsque les camarades de Lucas décident de jouer un tour sinistre, déclenchant les extincteurs automatiques et aspergeant l'assemblée d'un liquide carmin. Au même moment, Eugénie distingue une silhouette en bottes vermeilles lancer un dispositif incendiaire dans la grotte avant de la voir détaler dans les bois prise en chasse. De retour à la fête, Mercredi est soudain saisie d'une vision psychique terrifiante dans laquelle elle voit Eugène se faire sauvagement attaquer par la bête. Elle se précipite alors à corps perdu dans les bois et le découvre, sévèrement atteint, inerte sur le sol, nous abandonnant sur un cliffhanger absolument poignant et insoutenable. Figurez-vous le tableau, chers amis. Un jeune et séduisant Gomez Addams est arrêté de façon spectaculaire pour homicide, juste au moment où un corps inanimé s'écroule aux pieds d'une Larissa Weems encore adolescente. Et puis, accrochez-vous, le récit nous catapulte avec une puissance saisissante dans le présent pour le week-end des familles à l'Académie de Nevermore. L'illustre famille Addams, menée par Gomez, Morticia et Pugsley, fait une entrée en scène grandiose et dramatique, d'un panache inégalé. En pleine séance de thérapie familiale où couve un conflit latent, Mercredi, avec une audace hors du commun, ose questionner ses parents sur la fin funeste de Gareth Gates. Imaginez seulement le cran et l'esprit prodigieux de Mercredi, exigeant des éclaircissements sans délai, ici et maintenant, à la vue de tous. Le mutisme pesant de ses parents ne fait qu'attiser sa résolution, l'incitant à conduire ses propres investigations sur cet énigmatique dossier. Plus tard, dans l'enceinte délicieusement lugubre d'un cimetière, Mercredi surprend Morticia en train de déposer une rose solitaire sur la sépulture de Gareth Gates. Puis, par un coup de théâtre absolument saisissant, le shérif Galpin apprend que le médecin légiste s'est ôté la vie. Une lettre a été retrouvée contenant une confession stupéfiante. Les pièces initiales du dossier sur Gareth Gates avaient été altérées. Muni de cet aveu pour le moins suspect, le shérif fait irruption à Nevermore et appréhende Gomez devant l'assemblée médusée des élèves. Derrière les barreaux, Gomez livre enfin son récit des faits à Mercredi, affirmant que Gareth Gates nourrissait une obsession pour Morticia et qu'il est l'instigateur de l'attaque. Il détaille qu'au cœur de leur confrontation, Gareth a été fatalement empalé par sa propre arme lors d'un accident tragique et malheureux. Mercredi perçoit la sincérité de son père, mais son instinct implacable lui souffle qu'un élément crucial du puzzle reste manquant. Elle a même l'aplomb de confronter le shérif à propos du moment particulièrement troublant de la mort subite du médecin légiste. La vérité complète et saisissante est finalement révélée lorsque Mercredi et Morticia se retrouvent dans la bibliothèque des Belladones. En fait, c'était Morticia qui, dans un geste ultime d'autodéfense, tenait l'arme sur laquelle Gareth, dans sa rage, est venu s'embrocher. Gomez, par un élan d'amour intense et chevaleresque, a assumé la culpabilité il y a des années pour préserver celle qu'il chérit par-dessus tout. Morticia apporte alors un élément crucial, se remémorant que Gareth avait de l'écume aux lèvres durant la violente attaque. Cette information stupéfiante conduit Mercredi à la déduction immédiate qu'il a dû être intoxiqué à la belladone. C'est la raison pour laquelle, dans une initiative d'une témérité inouïe, elle profane la sépulture de Gareth et y trouve un doigt tranché d'une teinte bleutée, un fait absolument renversant.
Après leur interpellation pour ce geste extravagant, Mercredi est submergé par une vision intense qui dévoile enfin l'odieuse conspiration. Le père de Garrett lui-même, un fanatique parfaitement abject, avait commandité son fils pour empoisonner tous les exclus du handball. La filleule de Belladone s'était en réalité brisée dans la poche de Garrett au cours de leur âpre confrontation. Une fois libérés, ils affrontent brillamment le maire Walker, l'ancien shérif, qui admet avoir occulté la vérité afin de préserver la ville. Alors que le week-end des familles s'achève enfin, Mercredi interpelle la directrice Weems avec la découverte explosive qu'elle connaît sa nature de métamorphe. Mais avant que Weems ne puisse formuler la moindre réplique, un message terrifiant, le feu s'abattra, apparaît en lettres enflammées dans la cour de l'école. Songez un instant à l'audace de Mercredi, cherchant à entrer en communication avec son ancêtre, la légendaire Goody Adams, lors d'une séance de spiritisme. C'est tout simplement renversant. Et voilà qu'au beau milieu de cette profonde cérémonie spirituelle, ses amis font irruption avec une fête d'anniversaire surprise, l'interruption la plus déconcertante que l'on puisse concevoir. Et le plus insensé dans tout cela, c'est que la célébration a lieu dans la crypte glaciale de Joseph Crackstone lui-même. Puis, dans un moment saisissant, Mercredi effleure un hôtel et se retrouve aussitôt plongé dans une vision intense qui déforme la réalité même. L'esprit de Goody Adams se manifeste alors, porteur d'un terrible avertissement. Joseph Crackstone s'apprête à revenir pour assouvir sa vengeance. Goody lui révèle que l'unique façon de déjouer ce désastre imminent est de localiser un manoir singulier auréolé de mystère. Le lendemain, forte de son remarquable talent artistique, Mercredi croque avec une exactitude troublante le portail entrevu dans sa prémonition. Pendant ce temps, le maire Walker fait une révélation inquiétante. Laurel Gates, la sœur de Garrett, se serait noyée bien des années plus tôt, mais son corps, figurez-vous, n'a jamais été retrouvé. C'est alors que Xavier remarque son croquis et, dans un éclair de lucidité, identifie sur le champ le portail de la demeure délaissée de la famille Gates. N'écoutant que son courage, Mercredi se rend seul au manoir et, à son grand étonnement, y surprend le maire Walker. Elle prend alors une initiative d'une témérité inouïe, se faufilant dans le coffre de la voiture du maire pour le pister. Et soudain, lors d'un événement tragique et imprévisible, une menaçante Cadillac bleue surgit de nulle part et percute le maire avec une violence effroyable. Ce drame effroyable contraint la directrice Weems à priver Mercredi de toutes ses autorisations de sortie, une conséquence des plus frustrantes. Mais rien n'arrête Mercredi, qui, usant d'un stratagème habile, convainc Tyler de l'escorter à un prétendu rendez-vous, se forgeant ainsi l'alibi idéal pour continuer son investigation. Elle réussit ensuite à les persuader tous les deux, lui et une Énide très hésitante, de l'accompagner jusqu'à la demeure des Gates. À l'intérieur, ils font la trouvaille la plus stupéfiante qui soit, la Cadillac bleue, le véhicule même qui a percuté le maire, est paisiblement stationné dans le garage. Ils découvrent aussi un sanctuaire secret entièrement consacré à Joseph Crackstone, une sinistre validation de leurs pires appréhensions. Pendant son exploration solitaire, une Énide abasourdie tombe sur une chambre qui paraît avoir été occupée il y a peu, contenant même des fleurs fraîches, un détail extrêmement déconcertant. Mercredi, quant à elle, met la main sur une vieille boîte à musique gravée des initiales LG, ce qui ne peut signifier qu'une chose, elle appartenait à Laurel Gates, celle que tous pensaient disparue.
Soudain, un cri effroyable déchire le silence de la demeure, tandis que le monstre apparaît et se lance à la poursuite des jeunes filles avec une rage incontrôlable. Elles réussissent à se réfugier dans la cave pour y trouver la scène la plus sinistre imaginable, une collection de dépouilles conservées, les trophées des proies de la créature. Après leur échappée terrifiante, elles retrouvent Tyler miraculeusement vivant, mais cruellement lacéré par de profondes griffures qui zèbrent son torse. Lorsque le shérif Golpen et ses agents arrivent enfin pour perquisitionner les lieux, ils constatent que la propriété a été totalement nettoyée du moindre indice. N'en pouvant plus face aux agissements périlleux de mercredi, une Énéide, le corps meurtri et terrifié, finit par rassembler ses affaires et déménager de leur chambre. Désormais seul, Mercredi ouvre la boîte à musique et y décèle une cachette secrète renfermant la révélation la plus effrayante qui soit, des clichés d'elle pris à son insu. Et dans un geste final d'une noirceur totale, un agresseur non identifié s'introduit dans l'hôpital et ôte la vie au maire Walker, le réduisant au silence pour l'éternité. L'histoire débute par les obsèques grandioses du maire Walker, mais jamais, au grand jamais, vous ne devinerez qui Mercredi aperçoit errant énigmatiquement dans les bois. Il s'agit de l'oncle Fétide qui fait une entrée des plus spectaculaires et foudroyantes que l'on puisse concevoir. Faisant preuve d'une astuce remarquable, Mercredi le dissimule dans la grange apicole de Jane qui devient le refuge idéal. Fétide lui livre alors une révélation stupéfiante. Le monstre est un Hyde, une créature dont la nature effroyable est libérée par un énigmatique maître. Il lui dévoile l'existence du journal de Nathaniel Faulkner, un ouvrage renfermant des informations cruciales et scellé dans le coffre-fort secret de la confrérie des Nightshades. Le soir venu, dans une atmosphère d'une tension extrême, Mercredi et Fétide s'introduisent hardiment dans la bibliothèque pour s'emparer de ce précieux et indispensable artefact. Les pages du journal exposent qu'un Hyde noue un lien de soumission perpétuelle avec la personne qui a déchaîné sa nature bestiale. Pour ajouter à une tension déjà maximale, Miss Thornhill leur assène un coup dur en leur apprenant qu'Enid a officiellement demandé à changer de chambre. Le jour suivant, ils entreprennent une filature et surprennent Xavier en plein entretien avec sa thérapeute, la docteure Kinbot. Cette simple conversation fait naître une hypothèse saisissante dans l'esprit de Mercredi, la convainquant avec une assurance inébranlable que la docteure Kinbot est le sinistre maître. Elle présente cette théorie déconcertante à Tyler au café, l'impliquant davantage au cœur du mystère. Plus tard, dans un moment très attendu, Mercredi consent enfin à un véritable rendez-vous avec Tyler dans la crypte splendidement sinistre de Crackstone. Mais durant leur absence, l'inimaginable survient. Leur chambre est entièrement saccagée lors d'une agression aussi violente que terrifiante. Le journal a été subtilisé, ce qui constitue un contretemps majeur pour leur investigation. Et dans un spectacle d'une horreur sans nom, la pauvre chose a été cruellement transpercée et clouée au mur. Alors que tout espoir paraît anéanti, le prodigieux oncle Fétide emploie ses incroyables pouvoirs électriques pour ramener miraculeusement à la vie notre chère main bien-aimée. Durant leur échange, la directrice Weems leur avoue que les Ides ont été bannis de Nevermore 30 années plus tôt. Bianca et Lucas leur livrent alors un indice stupéfiant, révélant une anagramme qui expose la véritable identité de Laurel Gates.
Mercredi, avec une certitude inébranlable, est désormais persuadé que la docteure Kinbot est Laurel Gates et l'affronte dans une scène au suspense insoutenable. Tandis que la docteure Kinbot, déconcertée, implore l'aide de la directrice Weems, le Hyde jaillit de l'obscurité et l'agresse férocement sous le regard pétrifié de Mercredi. Mercredi se rend en toute hâte à l'atelier de Xavier où elle trouve des preuves habilement disposées là pour l'accuser. Le shérif survient et, à notre consternation, arrête Xavier, plongeant droit dans un piège diabolique et superbement orchestré. Dans un geste d'amitié profondément émouvant, Enid réintègre leur chambre et les deux amis partagent des retrouvailles authentiques et poignantes. En quête d'un moment d'accalmie, Mercredi se rend au café et échange avec Tyler un premier baiser ardemment espéré et absolument parfait. Mais à l'instant précis où leurs lèvres se touchent, Mercredi est saisi par une vision aussi foudroyante que terrifiante. Elle perçoit tout avec une netteté effroyable. Tyler, en personne, métamorphosé en une créature abominable, est le Hyde qui a agressé la docteure Kinbot. La brillante Mercredi, avec l'aide des mystérieuses Belladonna, réussit enfin à prendre au piège le fameux Tyler Galpin. Sans la moindre crainte, elle le désigne comme étant le redoutable Hyde et une vague d'énergie électrisante envahit l'atmosphère. Mercredi fait alors une révélation fracassante, dévoilant le secret de sa mère qui fut elle aussi un Hyde. Tandis que Tyler nie les faits, Mercredi s'apprête à lui extorquer une confession par la force, mais contre toute attente, ses amis la laissent tomber. Alors que la situation atteint un point critique, le shérif Galpin et ses hommes interviennent, interrompant cette confrontation spectaculaire. Plus tard, au commissariat, Tyler sollicite un entretien en tête-à-tête avec Mercredi. Et là, le masque tombe brutalement lorsqu'il confesse tout avec une froideur que je n'aurais jamais pu imaginer. Il raille cruellement notre héroïne, l'avisant qu'une menace bien plus sombre se profile, nous laissant tous pétrifiés d'effroi. Suite à ces agissements, la directrice Weems expulse Mercredi de l'Académie Nevermore. Les adieux déchirants qu'elle fait à sa pétillante colocataire Enid constituent l'une des scènes les plus émouvantes de toute l'histoire. Mais alors que tout semble perdu, Mercredi se rend au chevet d'Eugène à l'hôpital et celui-ci est miraculeusement conscient. Et lui livre un indice crucial, révélant avoir vu près de la grotte une silhouette portant des bottes rouges. Dans un éclair de génie, Mercredi réalise aussitôt qu'il ne pouvait s'agir que de la faussement inoffensive Madame Thornhill depuis le départ. Elle fonce vers la serre pour un affrontement final épique, interpellant courageusement Madame Thornhill par sa véritable et maléfique identité, Laurel Gates. La supercherie est révélée au grand jour, mais un rebondissement stupéfiant se produit lorsque Tyler apparaît, sauf que ce n'est pas vraiment lui. Il s'agissait de la directrice Weems qui avait pris son apparence dans un acte de bravoure héroïque, mais finalement tragique. Complètement surprise, la sinistre Laurel lui injecte une dose fatale de poison et nous assistons impuissants à la fin tragique de Weems. Mercredi reprend connaissance et se retrouve enchaîné à l'intérieur du tombeau de Crackstone. Laurel révèle son dessein diabolique, ramener à la vie le pèlerin Joseph Crackstone en se servant de la lignée de Mercredi. D'un coup de poignard, elle prélève l'essence vitale de notre héroïne et le redoutable Crackstone revient d'entre les morts dans un déferlement d'énergie macabre. Pour son premier geste, le revenant transperce Mercredi sans pitié et la laisse pour morte, partant ensuite anéantir l'Académie.
Mais c'est alors que le spectre de son ancêtre, Goody Adams, apparaît pour soigner ses plaies et lui révéler le secret de la victoire. Goody lui apprend que la seule manière de terrasser Crackstone est de le frapper en plein cœur. Alors que la bataille finale pour Nevermore fait rage, le Hyde surprend Mercredi, mais un événement totalement inattendu survient. Enid, galvanisée par la lune écarlate, se métamorphose enfin en une magnifique lycanthrope et engage un combat féroce pour protéger son ami. L'affrontement violent prend fin à l'arrivée du shérif qui parvient à neutraliser le Hyde. Pendant ce temps-là, Bianca attaque Crackstone par surprise, créant diversion qui offre une ouverture à Mercredi. Faisant preuve d'un courage exceptionnel, Mercredi enfonce un éclat de lame droit dans son cœur noir, anéantissant ce mal ancien pour l'éternité. Alors que la menace semble écartée, Laurel réapparaît, une arme à la main, mais notre fidèle ami Eugène lance courageusement un essai d'abeille pour la stopper. L'Académie est enfin sauvée et nous assistons à l'accolade émouvante et tant attendue entre Mercredi et Enid qui a retrouvé sa forme humaine. Le récit s'achève sur Mercredi recevant un message menaçant d'un expéditeur inconnu, tandis que Tyler entame une nouvelle transformation.